Bonjour à toutes et tous. Ceci est une interview entre Timothy Alberino et le docteur Michael Salla. Avant de commencer, je vais vous demander, et je vous le demanderai à chaque fois, ayez du discernement. Restez dans le cœur, voyez si cela résonne en vous ou pas. Timothy Alberino a vécu plus de 10 ans au Pérou, où il a passé beaucoup de temps dans les jungles du bassin amazonien. Il parle couramment le dialecte espagnol utilisé par les habitants. Il connaît très bien les événements paranormaux qui se produisent dans la jungle amazonienne, près de l'endroit où ont été signalées les attaques d'extraterrestres contre la tribu des Iquitou. Dans cette interview, Alberino parle de sa connaissance détaillée de la géographie locale, des coutumes et du comportement de tribus comme les Iquitou. Il rejette les informations internationales. En effet, selon lesquelles les attaques extraterrestres seraient le fait de chercheurs d'or, tentant d'effrayer la tribu Iquitou à l'aide de jetpacks et de drones. Alberino explique les raisons pour lesquelles il pense que de véritables extraterrestres ont été impliqués dans les attaques et qu'il est possible qu'il s'agisse des mêmes Tall Greys, les grands gris, que ceux impliqués dans l'incident OVNI de Las Vegas le 1er mai de cette année. Il évoque également la présence de forces militaires américaines et le lancement de l'exercice militaire Resolute Sentinel, quelques semaines seulement avant les attaques extraterrestres qui ont débuté le 11 juillet. Au cours de leur conversation sur les différents extraterrestres susceptibles d'être impliqués dans les attentats, Alberino et le docteur Michael Salla ont évoqué toute une série de possibilités. Depuis les formes de vie non humaines, indigènes, les visiteurs hors planète, les êtres interdimensionnels, jusqu'à la possibilité que les attentats soient l'étape initiale d'un scénario de fin des temps décrit dans la Bible chrétienne et d'autres écritures religieuses. Ils ont discuté de l'arrivée récente de vaisseaux-mères dans notre système solaire et de la question de savoir s'il s'agissait d'intelligence artificielle ou de formes de vie extraterrestres organiques. L'implication de l'armée américaine dans ce qui se passe suggère une connaissance préalable des événements en cours, ce qui plaide en faveur d'une opération psychologique impliquant d'authentiques extraterrestres qui conduirait à l'intervention d'autres groupes extraterrestres. Michael, c'est assez sensationnel ce qui s'est passé au Pérou. Les médias du monde semblent en être captivés. Vous semblez être le type d'expert à cause du temps que vous avez passé là-bas, et je crois que vous parlez le dialecte local, ou bien vous parlez espagnol. Pourriez-vous nous parler de ce lieu, ce bassin amazonien au Pérou, et ce que vous savez de cette tribu, Iquitou? Timothy. J'ai vécu une dizaine d'années dans le bassin amazonien péruvien, dont une partie de ce temps dans la région d'Iquitos. Je suis allé profondément dans l'Amazonie jusqu'à la rivière Massan, un territoire presque inexploré. C'est une jungle très sérieuse là-haut, très proche du Alto Nanay, qui est le quartier où cet incident a eu lieu. J'ai passé beaucoup de temps avec différentes tribus indigènes là-haut, ainsi qu'avec des chefs de tribus. Je ne suis pas sûre d'avoir vu un contexte dans la tribu Iquitou ou des amis de cette tribu. Je ne me souviens pas, mais il y a beaucoup de tribus différentes qui sont mélangées dans cette région. Lorsque nous disons que ce ne sont pas des tribus, parce qu'ils n'ont pas la jupe en paille ou la sarbacane, ce sont des villageois qui se sont un peu modernisés. Ils sont toujours séparés dans cette région. Ils ont encore leurs territoires tribaux, leurs régions traditionnelles dans lesquelles leurs ancêtres habitaient. Cette zone particulière de la jungle de Alto Nanay, le village de San Antonio de Pintuyacu, est le territoire de la tribu Iquitou. En fait,
Je n'ai pas été à San Antonio, mais je suis généralement familier avec cette région. Michael, connaissez-vous le dialecte particulier qu'il parle? Il y a des vidéos qui montrent des villageois qui expliquent ce qu'il s'est passé. Vous pouvez entendre qu'il y a des nuances? Pouvez-vous nous parler de cela? Timothy. Ils parlent espagnol. Ils parlent aussi leur propre dialecte, mais presque tous parlent espagnol. Bien sûr, c'est un espagnol de la jungle. J'ai appris l'espagnol dans la jungle, donc je comprends leur accent. Ils parlent lentement, ils utilisent beaucoup d'argot. Le dialecte particulier des peuples de la jungle amazonienne au Pérou est un genre d'espagnol et c'est celui que je parle le mieux. Michael. C'est très utile parce que ces vidéos, c'est en quelque sorte tout ce que nous avons pour aller de l'avant en termes d'expérience des villageois. Ils racontent tout cela. Et il y a cette image de cette fille blessée qui a été attaquée. Ils ont essayé de l'abducter. Pourriez-vous nous dire, nous guider? Qu'est-il arrivé à cette fille et que disent les villageois? Timothy. Ce matin, j'ai regardé la vidéo avec cette fille de 15 ans, racontant son expérience. Cet incident dure depuis mi-juillet et je ne sais pas s'il se poursuit en ce moment, mais il est certain que jusqu'à la première semaine du mois d'août, cela a continué. Il a commencé quand une jeune fille de 15 ans a été presque enlevée parce qu'elle a décrit des êtres étranges dans la jungle. Elle a apparemment été capable de crier avant de s'évanouir et du coup elle a alerté le village. Je suis à peu près sûre que cela s'est produit en plein jour. Elle a subi des lacérations au cou pendant l'altercation avec ces entités ou ces individus qui essayaient de l'enlever. Elle était dans un état de choc pendant un certain temps quand elle est revenue à elle. Donc, tout ce qui est arrivé à cette jeune fille de 15 ans était extrêmement traumatisant. Les villageois ont été alertés de ce qu'il s'est passé. Ils ont commencé à chercher les auteurs humains présumés. Ils ont compris que quelqu'un a essayé d'enlever cette jeune fille. Les villageois étaient armés de fusils de chasse et à la place, ils ont trouvé et décrit des êtres extraterrestres. Cet incident a déclenché pendant plus de 2 semaines une terreur dans ce village, dans lequel tous ces villageois étaient tous les soirs dans un état d'alerte élevé. Il y a plusieurs vidéos qui circulent en ligne montrant des villageois qui courent avec des armes, des lampes de poche. Les femmes et les enfants sont entassés au milieu du village. Ils sont évidemment terrifiés. Et vous pouvez voir les villageois courir, tirer sur quelque chose dans la jungle. En fait, dans l'une des vidéos, l'un des gars a une lampe de poche dans sa main et l'allume en direction des arbres. Et il crie « il est là, le voilà !» Ils regardent tous cette chose. Et à mon avis, cela est un grand extraterrestre gris. C'est très intéressant. Avec toute la couverture médiatique de cet incident, que personne ne parle de cette vidéo. Tout le monde parle juste des mineurs avec des réacteurs dorsaux, ce que l'on appelle des jetpacks. Le village, après avoir été terrorisé pendant plusieurs nuits et plusieurs semaines par ces êtres qui continuellement faisaient ou tentaient des incursions dans leur village, ou au moins traînaient à la périphérie du village la nuit, le village a exigé l'intervention de la marine qui s'est effectivement présentée et a mené une enquête maintenant. Que disent ces hommes? Alors j'ai écouté plusieurs vidéos différentes dans lesquelles ces gars décrivent ces êtres. Ils mesuraient 2,10 m de haut. Ils étaient vêtus de combinaisons blindées couleur argent. Comparé à ce genre de combinaison qu'à Spider-Man, ils pouvaient léviter. Certains disent qu'ils portaient des masques. Ils décrivent leurs chaussures étranges, avec des disques qui projettent une lumière rouge, avec laquelle ils sont capables de flotter à 1 mètre au-dessus du sol, et également s'élever dans les airs. Apparemment, ces êtres sont blindés, ils ont la capacité de disparaître parce que ces villageois ont tiré à bout portant sur ces êtres
ils disparaissent et montent dans l'espace. Apparemment, ces êtres sont blindés. Ils ont la capacité de disparaître. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de sang. Nous avons affaire à quelque chose de très mystérieux. J'ai mentionné que la marine est venue faire une enquête officielle. Et ils ont déterminé que ce qui se passe réellement dans ce village est une tentative d'abduction et une terreur intentionnelle de ces villageois par des mineurs d'or illégaux soutenus par l'argent du cartel. C'est le récit des médias péruviens. D'ailleurs, la presse péruvienne entourant cet incident était au début mortellement sérieuse, personne ne riait. Personne ne se moquait de ces villageois. Et je pense que cette histoire est devenue virale parce que la manière dont les médias péruviens en parlaient, ils étaient très inquiets. Et les villageois étaient si certains que ce qu'ils voyaient était une sorte d'extraterrestre. Donc cela justifiait une couverture sérieuse par les médias. Maintenant, bien sûr, les médias reprennent l'histoire des mineurs. Je pense que nous voyons une dissimulation en temps réel parce que quelqu'un a dû concocter une histoire détaillée de première page. Il ne pouvait pas juste dire que les mineurs ont attaqué ce village parce que les villageois ont insisté sur le fait qu'ils ne couraient pas dans la jungle à la nuit, mais qu'ils flottaient à travers la jungle et qu'ils montaient dans les airs. Donc l'histoire devait satisfaire ces détails. Et ce que la marine a fini par sortir, c'est que leur enquête a permis de déterminer que non seulement ce sont des mineurs illégaux qui ont attaqué le village, mais en plus, ils avaient des réacteurs dorsaux à la pointe de la technologie. Et qu'ils attaquent le village la nuit, terrorisent les villageois pour essayer de les chasser de la région. Je suppose qu'il y a un précédent historique pour ce genre d'affrontement entre les mineurs, les cartels et ces autochtones. S'ils veulent entrer et exploiter les rivières, parfois ils essaieront d'effrayer les indigènes. Parfois, ils enlèveront des gens. Ils tueront même des gens. Mais on n'avait pas encore parlé de mineurs avec des propulseurs arrière, flottant à travers l'épaisse canopée de la jungle, la nuit. Cela semble être entièrement artificiel, comme j'ai dit, pour satisfaire les détails de cet incident très étrange. Michael. Cela semble très très bruyant, ils se font tirer dessus, ce n'est pas seulement un mineur qui arrive sur un propulseur arrière, avec des fusils à pompe qui leur tirent dessus, ils ne sont pas affectés. Je suis d'accord que cela ressemble à une histoire de couverture pour expliquer quelque chose qui semble devenir viral. Timothy. Oui, et je veux réitérer quelque chose. Je peux aller vers cette histoire de mineurs qui terrorisent ces villageois pour essayer de les faire sortir de cette région, afin qu'ils puissent exploiter la rivière tranquillement, à leur façon, en utilisant beaucoup de mercure. C'est une façon très destructrice d'exploiter la rivière pour l'or, car ils tuent les poissons, la biodiversité. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'est très destructeur. Donc je peux aller avec la presse et la conclusion de la marine. S'habiller comme des extraterrestres, ok, mais je ne peux pas accepter la partie des propulseurs arrière dans cette histoire, parce que j'ai vécu dans cette région. Nous parlons d'une jungle très épaisse, et ces incursions, ces intrusions dans ce village se produisent la nuit. Donc, non seulement vous avez affaire à l'épaisse canopée de la jungle, mais en plus, la nuit, à moins que ces mineurs, ces cartels, ne soient équipés de matériel militaire top secret, beaucoup plus avancé que ce que l'on trouve dans le secteur public, tout cela est un non-sens complet. Au début, je ne pouvais pas croire que la presse péruvienne fonctionnait réellement avec cela. Mais j'ai en fait trouvé des articles dans lesquels ils prétendent que ces mineurs sont équipés de matériel avancé comme ces propulseurs arrière. Bien sûr, ils ne répondent à aucune autre question. Comment se fait-il qu'ils disparaissent? D'accord, vous pouvez avoir des propulseurs arrière. Disons que pour les besoins de l'argumentation, vous pouvez être équipé de ce matériel.
Et ils sont si avancés qu'ils sont silencieux, qu'ils ne causent aucun vacarme dans la jungle, pendant que vous manœuvrez autour des arbres. Et ces gars sont si hautement qualifiés, dit-il en riant. Des mineurs à propulsion arrière. Ok. Peut-être qu'ils ont une sorte de haute technologie militaire, un système occulteur. Ils deviennent vraiment ridicules à donner tous les détails de cette histoire. C'est juste incroyable pour moi que les gens en ligne aient adopté cette explication. Quand je lis les commentaires des vidéos, ils disent « Ceci a été expliqué, ce sont des mineurs d'or ». Je n'ai jamais rien vu d'aussi ridicule. Je n'ai jamais vu le déroulement du camouflage d'une histoire en temps réel. C'est comme un cirque ridicule. Je ne peux pas croire que des mineurs terrorisent ces villageois. Michael. Je pense que ça vaut la peine de revenir pour examiner la possibilité qu'une technologie de pointe soit utilisée pour faire croire aux villageois que ce sont des extraterrestres. Vous connaissez la légende des Pellicaras, ces cas de personnes traversant une sorte de mutilation? Pouvez-vous peut-être expliquer ce que ces légendes disent sur ce genre d'abduction? Et pourquoi vous pensez que c'est lié au Grand Gris? Timothy. La légende des Pellicaras est une légende populaire dans la jungle. C'est une de ces légendes qui est omniprésente. Peu importe où vous vous trouvez en Amazonie péruvienne, vous allez entendre parler des Pellicaras, parmi d'autres créatures, et ces entités sont décrites comme des créatures très néfastes, qui abductent et mutilent des gens, un peu comme les mutilations de bétail aux États-Unis que nous connaissons tous. Elles sont parfois décrites de différentes manières et vous entendrez en fait dans ces vidéos certains des hommes parlant des Pellicaras. Elles sont décrites comme étant masquées, elles ont les yeux jaunes ou rouges, brillants, et elles viennent la nuit. Les villageois se retrouvent avec une partie ou la totalité de leur visage manquant, juste des os blanchis en dessous comme une mutilation de bétail. C'est un conte assez effrayant, et les gens de la jungle jurent que ces choses sont réelles. Si vous deviez aller maintenant dans la jungle, dans cette région, et demander à des villageois de cette région ce qu'ils pensent être arrivé à San Antonio, ils vous diront probablement qu'ils ont été attaqués par les Pellicaras. La légende est continuellement omniprésente et ces gens sont toujours préoccupés. C'est une raison pour laquelle tu ne sors pas dans la jungle la nuit, parce que tu pourrais te faire attaquer par un Pellicaras. C'est intéressant, parce qu'il y a cette association étrange avec les mutilations de bétail, mais il se trouve que ce sont des êtres humains. Michael. L'une des choses que j'ai pu remarquer lorsque j'ai fait une recherche rapide sur Internet sur la légende des Pellicaras, c'est qu'elle concerne des enfants qui étaient sacrifiés. Leur peau avait été pelée. Ce qui m'est immédiatement venu à l'esprit était un cas sur lequel j'avais travaillé. C'est le sujet d'un livre sorti récemment. Il s'agit de ce super soldat singapourien. Il a dit qu'il essayait de faire partie de ce groupe de soldats d'élite qui seraient envoyés à différents endroits pour combattre des extraterrestres. Il a dit que ces aliens se montreraient dans la jungle et qu'ils harcelaient les locaux. Ces aliens se cachent dans des grottes et ils abductaient les enfants. Il a décrit être allé dans la jungle en Malaisie et avec un groupe d'autres super soldats, ils sont armés jusqu'au cou avec de la technologie bien sûr moderne. Ils ont rencontré 3 extraterrestres reptiliens et ils se sont battus. C'est le livre d'Elena Danaan de Stephen Chua. Quand j'ai entendu parler de ces légendes des Pellicaras qui mutilent, enlèvent des enfants, j'ai immédiatement pensé à lui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Timothy. C'est fascinant. Je ne doute pas que c'est vrai. Il pourrait y avoir quelque chose comme cela qui se passe peut-être au Pérou en ce moment, mais c'est important de souligner le fait que, comme je l'ai dit plus tôt, les mineurs illégaux et les cartels profiteront de toutes ces légendes locales pour essayer de chasser ces gens de leurs terres. Et ils le feront, car ils sont brutaux, nous le savons tous.
Les cartels au Mexique, au Brésil et même au Pérou, en Équateur, en Colombie, sont totalement brutaux. Cela ne me surprendrait pas s'ils avaient essayé de profiter de la légende Pellicaras dans le sens où Pellicaras signifie éplucheur de visage. Mais une chose que j'ai vue sur les vidéos qui peut ou non être associée à cette légende, ce sont les visages, qui sont absolument débarrassés des tissus ou de la chair. Il ne reste plus que les os blancs, et les coupures sont d'une précision chirurgicale. On dirait que la peau a été enlevée avec un laser, ou quelque chose comme cela. Les images que j'ai vues n'ont pas l'apparence de déprédation par des piranhas, par exemple. Je ne suis pas sûre que ces mutilations aient quelque chose à voir avec les pelliqueras, mais les indigènes diraient probablement qu'ils l'ont fait. Michael. Je sais que les mutilations humaines sont un sujet sensible. Je me souviens d'éminents chercheurs qui enquêtaient et qui ont en quelque sorte été mis en garde. Il me vient le nom de Linda Martin Howe. On leur a dit de se concentrer sur les mutilations du bétail et de laisser tranquilles les mutilations humaines. Je pense que cela concernait des fonctionnaires parce qu'il y a eu des dissimulations massives, depuis des décennies, sur différents groupes d'extraterrestres qui font toutes sortes de choses, et certains ont été impliqués dans ces cas de mutilation humaine. Comme je l'ai mentionné, il y a ces super soldats, son travail consistait à les trouver, mais il n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui ont dit la même chose. Il y avait ce super soldat brésilien disant qu'il faisait partie de ce groupe international qui était également envoyé pour combattre des extraterrestres. Il a dit qu'il irait dans des zones de combat et que ces extraterrestres se montreraient dans ces zones. C'est presque comme le film Prédateur. Timothy. Cet incident sans le film Prédateur a plané. Ça pourrait être en partie la raison pour laquelle c'est devenu si viral, parce que c'est juste si fantastique. Il y a tellement d'éléments communs à ce film. Juste l'idée d'une sorte d'être extraterrestre, terrorisant les gens, épluchant le visage des gens dans la jungle. Michael. Ces êtres, ils sont peut-être ici depuis longtemps, peut-être que ce sont des visiteurs, ou bien ils peuvent travailler avec les gouvernements. Car vous avez parlé des grands gris, vous avez donné une sorte d'explication. Timothy. Je ne sais pas s'ils sont grands, je ne suis pas sûre, je vous l'ai dit et je l'ai affirmé en toute confiance. Si on examine cette vidéo particulière, dans laquelle les villageois courent avec une lampe de poche, ils visent un arbre avec le faisceau. Et là, il y a quelque chose dans cet arbre. Les gens vont regarder cette vidéo et dire qu'ils ne voient qu'une goutte verte. Et je me moque en quelque sorte de l'idée qu'il y a quelque chose là-bas. Mais il y a quelque chose là-bas. Quand vous examinez de manière critique cette vidéo et que vous la regardez image par image, il y a là la tête d'un grand gris, ou plutôt je dirais une créature ressemblant à une mante ou un insectoïde, probablement derrière l'arbre. Je pense qu'il y a du feuillage, c'est en quelque sorte caché derrière, et non seulement il y en a un, mais il y a en fait au moins deux. Vous pouvez voir la lumière de la lampe éclairer deux autres yeux noirs en forme d'amande. Ils bougent légèrement la tête d'un côté à l'autre et de haut en bas, et vous pouvez le voir dans la vidéo. Les gens peuvent dire que c'est quelqu'un avec un masque qui est dans l'arbre. Rappelez-vous qu'ils tirent sur cette forme avec leurs armes. Je ne peux pas affirmer que ce sont de grands gris, mais je le suspecte. Je suspecte que nous regardons ces entités de type insectoïde. Et dans une vidéo, il est possible de voir le bras de cette créature qui ressemble à un bras de menthe. J'ai été tellement fascinée de voir cette vidéo parce que j'ai vu la même chose dans la vidéo de l'incident de Vegas. Il y a tout un tas de fausses vidéos, bien sûr, de canulars en ligne entourant cet incident. Mais il y en a une qui, je crois, est réelle. Et avant de couper cette vidéo, quelqu'un a pris cette image et vous pouvez voir en fait la même créature, le même être, ou les mêmes êtres s'abritant derrière ce chariot élevateur. Et il semble être très grand, 2,10 m de haut, jusqu'à peut-être 2,80 m.
parce que les têtes sont si grandes qu'elles sont disproportionnées par rapport au corps. Donc, quand vous voyez cette énorme tête de mante, vous supposez qu'elle doit mesurer entre 2,50 m à 3 mètres. Je peux dire en toute confiance que lorsque je regarde la vidéo de Vegas, et cette image en particulier, lorsque je regarde cette vidéo de cet incident au Pérou, je vois la même créature, je vois le même regard, je vois exactement le même visage. Je ne dis pas que c'est le même individu, c'est potentiellement la même race d'être impliqués dans ces incidents. Encore une fois, il est possible que ce soit des membres du gouvernement qui dirigent une sorte d'opération psychologique et s'habillent comme ces choses et perpétrant un canular ou une sorte de projection holographique d'un insectoïde. Je ne sais pas, mais je le vois dans les images. Michael. Cet incident de Vegas qui a commencé par l'OVNI, les gens l'ont vu comme une étoile filante atterrir dans une arrière-cour. Et la famille a eu cette expérience avec cet extraterrestre. Je pense que vous savez personnellement que cela impliquait de véritables extraterrestres que vous connaissez, à la fois pour l'incident de Vegas et celui du Pérou. Différents groupes d'extraterrestres ont conclu des accords. Ils travaillent avec le gouvernement secret de l'État profond, le Majestic 12, comme on peut le nommer. Le Pérou est un cas particulier parce que récemment, le Parlement péruvien a approuvé l'entrée des troupes américaines à travers le Pérou et ils pourraient simplement se promener avec des armes de guerre. C'est très inhabituel. Timothy. Il y a un projet qui s'appelle la Résolution Sentinelle 23. C'est la 3e édition d'un exercice d'entraînement dans ce que l'on appelle le SOTCAN, le commandement du Sud. Il implique environ 1000 membres du personnel de l'armée de l'air, de l'armée de la force spatiale, des gardes-côtes de la marine et 8 pays partenaires dont le Pérou, l'Équateur, la Colombie, la Grande-Bretagne, le Brésil, le Chili, le Panama et l'Uruguay. Ils ont été au cours des derniers mois, et ces opérations le sont encore à travers tout le Pérou. Ils sont basés à Lima, mais ils ont mis en place des opérations avec le Brésil, la Colombie, le Pérou, peut-être l'Équateur. En fait, ils ont opéré dans la région d'Iquitos. Il y a ce programme militaire en coopération en cours. Je me demande si ce n'est pas une couverture pour autre chose. Le but réel de ces opérations militaires est d'entrer et d'essayer de chasser quelque chose de la jungle, ou y aller pour combattre ces entités non humaines. Je sais que cela semble tiré par les cheveux, mais je ne crois pas nécessairement que ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander, lorsque vous voyez cette histoire bizarre, qui a éclos par la marine péruvienne au milieu de cette opération, le commandement du Sud, qui se déroule dans le pays, si cela ne couvre pas un conflit intense, secret, avec des entités non humaines dans la jungle amazonienne. La force spatiale, l'armée de l'air spatiale, la marine, les gardes-côtes, c'est toute une opération. En fait, il y a 3 possibilités ici. Soit nous envisageons une sorte d'opération psychologique avancée, ce type d'opération en Amazonie, où les opérateurs de l'armée sont habillés de vêtements de haute technologie, avec des gilets pare-balles, peut-être des propulseurs arrière, dont le public n'est pas au courant, et qui répondent aux besoins de détail de cet incident. Nous sommes juste peut-être en train de tester leur équipement, ou peut-être en train d'essayer de faire croire aux gens qu'il y a une attaque par des extraterrestres. Mais il est aussi possible. Et ce serait une autre alternative, plutôt que de perpétrer ce canular. Cette opération pourrait être une couverture pour une guerre chaude avec des entités non humaines en Amazonie. Tout comme votre contact auquel vous avez fait référence. Ce sont peut-être nos super soldats qui entrent sous le couvert de cet exercice d'entraînement.
et combattent une sorte d'extraterrestre, une sorte de créature non humaine, errant dans la jungle, qui terrorise ces villageois. Aussi fantastique que cela puisse paraître, je pense que la chose la moins probable de toutes, ce sont ces mineurs d'or. Avec la technologie avancée des propulseurs arrière, c'est le scénario le moins probable. Michael. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ce sont soit de véritables extraterrestres qui font ce qu'ils font depuis des siècles, harceler les gens, se battre avec des guerriers, parce que les films comme Predator sont basés sur des faits, ou bien ce sont des opérations militaires spéciales conçues pour simuler une attaque extraterrestre. Ils ont leur propre agenda, c'est peut-être là qu'ils veulent que cela se développe. Vous pouvez contrôler le récit sans que trop de gens ne se posent des questions. Si cela s'était passé aux États-Unis, il y aurait eu trop de gens qui pourraient s'y opposer. Mais si vous allez dans un endroit éloigné comme le Pérou, ce pays a tout mis en place. L'armée a été admise, elle peut opérer librement là-bas, elle n'a aucun problème, elle organise des exercices. Le Pérou a l'habitude de travailler avec ses projets secrets concernant les ovnis et les extraterrestres. Timothy. C'est un très bon point de vue. Si vous deviez faire une opération psychologique simulant une attaque alien, l'Amazonie est l'endroit parfait pour cela. Vous avez tous ces gens qui disent qu'ils vont aller là-bas, enquêter. J'ai vécu dans cette région. Ce n'est pas facile de monter dans ces villages. Il y a beaucoup de zones rouges pour le paludisme. D'ailleurs, je l'ai eu 5 fois. C'est un environnement difficile pour un journaliste, même si la presse péruvienne a envoyé des gens là-bas. C'est vraiment l'endroit idéal pour faire ce genre d'opération, tester certaines des technologies de pointe, ces propulseurs arrière de pointe et cette technologie holographique. Mais je ne supprimerai pas l'idée que nous sommes face à des entités physiques, une sorte d'extraterrestre ou peut-être des extraterrestres indigènes, une intelligence non humaine. Cela fait très longtemps, trop longtemps qu'ils existent, depuis très très longtemps. Michael. Les gens pourraient vous demander si oui ou non il est possible que ce type d'événement extraterrestre, sous fausse bannière, puisse se passer au Pérou. Nous avons un précédent en quelque sorte, un cas qui implique un caporal de la marine des États-Unis, Jonathan Weigard. Il était un témoin dans le projet de divulgation. Il a parlé d'une opération de récupération d'un crash d'OVNI. Il y est allé pour boucler et assainir la zone. C'était à environ 1 heure de Lima au Pérou, en mars 1977. Et il a expliqué comment son équipe s'est déplacée là-bas. Il s'est approché et a vu l'OVNI, alors les forces spéciales l'ont arrêté en l'injuriant. Timothy. Je me souviens de cette histoire. Je n'ai aucun problème à croire que ces villageois rencontrent de vrais extraterrestres. Une chose que nous n'avons pas mentionnée, les gens dans tout le Pérou, dans les Andes et en Amazonie rencontrent ces choses plutôt régulièrement, au point par rapport à nous ici aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Pourquoi je ne sais pas, mais peut-être à cause de son éloignement. Le contexte dans lequel cet incident particulier à Alto Nanay s'est produit, il y a eu un degré accru de choses étranges. Dans la région d'Iquitos, au cours des derniers mois, pas de doute là-dessus. Les gens se sont manifestés ces derniers mois. Ils ont signalé toutes sortes de choses étranges. Des êtres bizarres dans la jungle, une activité agressive, même hostile, entourant les ovnis. Il y a une demi-douzaine d'incidents qui se sont produits là-bas. Et cet incident ne s'est pas produit isolément. Il y a différentes histoires au Pérou concernant les extraterrestres. Ce n'est pas seulement les piracaras. Il y a beaucoup de légendes d'extraterrestres, ressemblant à des humains. On les appelle les Nordiques. Le peuple péruvien croit qu'ils vivent sous la montagne des Andes, dans une caverne, une cité, ou une civilisation souterraine qu'ils appellent les Pelacochas. Il y a beaucoup de signes de ces Pelacochas dans les Andes. Michael.
J'ai été plusieurs fois au Pérou, dans le désert à quelques heures de Lima, et c'est vrai, tout tourne autour des extraterrestres nordiques dans les Andes. Cela paraît logique, que les Nordiques soient dans les montagnes des Andes. Et vous avez ces créatures plus sinistres en Amazonie. Il est intéressant de mentionner qu'en juin, il y a 7 films de la série Transformers qui sont sortis. Et ils se déroulent en grande partie au Pérou, où il y a eu cette guerre extraterrestre. C'est à peu près au même moment où la résolution Sentinelle a eu lieu. Est-ce une coïncidence ou bien, encore une fois, l'état profond? Timothy. Récemment, en juin, je marchais dans la rue à Cusco où ils ont filmé beaucoup de séquences. C'est très intéressant. Mon Dieu, toute cette attention sur les extraterrestres et sur les entraînements militaires au Pérou. J'ai des contacts militaires au Pérou. Ces gars sont haut placés dans l'armée péruvienne, actifs, ou bien à la retraite. J'aimerais avoir leur avis sur tout cela. Je sais qu'ils vont trouver l'histoire des propulseurs arrière mineurs, mais il se passe quelque chose d'étrange au Pérou. Et souvenez-vous aussi, il y a 7 ou 8 ans, le film d'Indiana Jones se passait au Pérou. Le titre du film était « Crâne de cristal », dans lequel il traquait des artefacts. Il essayait de rendre ses crânes à cette ville perdue dans la jungle, et il y avait là un vaisseau spatial extraterrestre, et ces êtres étaient des extraterrestres typiques, avec des crânes allongés. Alors, pourquoi toute cette agitation? Tout ce bavardage sur les aliens au Pérou? Le Pérou est un endroit très très bizarre, très unique, un lieu très intéressant, en comparaison avec beaucoup d'autres endroits sur Terre. C'est un des endroits les plus énigmatiques de la planète Terre. Il y a des quantités de mégalithes dans ce pays. C'est très bizarre, car en termes d'histoire et d'activité d'OVNI, tout le pays semble être un point chaud pour les observations d'OVNI. C'est tellement étrange comment Hollywood et maintenant l'armée semblent être intéressés par ce pays. Michael. Oui, le Pérou est un point chaud. Je soupçonne qu'il va y en avoir beaucoup plus en provenance de ce pays. Vous savez, il y a beaucoup de débats sur les vaisseaux mers extraterrestres qui ont été vus, peut-être derrière ces sondes ou ces orbes qui ont été repérés partout sur la planète. Ils spéculent que ce vaisseau mère pourrait déployer une sorte d'intelligence artificielle, parce que la vie organique ne survivrait pas au voyage interstellaire. D'autres, avec lesquels j'ai travaillé, disent que ce sont des ensemenceurs positifs. Et je sais que vous avez parlé du retour de la race des aînés, et d'autres disent que ce sont des extraterrestres négatifs, les reptiliens. Les gris d'Orion sont partis. Quelle est votre opinion sur ces vaisseaux mers qui apparaissent et se rapprochent de la Terre? Timothy. Je suis en accord avec l'hypothèse de l'intelligence artificielle. En d'autres termes, qu'une civilisation avancée déploierait une intelligence artificielle et utiliserait des produits biologiques cybernétiques, c'est-à-dire des créatures qui sont des entités faites à la fois de matière biologique et de matériaux technologiques, peut-être même la nanotechnologique, qui sait. Il est parfaitement logique pour moi qu'ils déploient l'intelligence artificielle, et si vous aviez la capacité de le faire, vous n'interféreriez pas directement. Disons que si vous perpétrez le phénomène d'abduction la plupart du temps, vous n'interviendrez pas avec les personnes enlevées, mais vous enverriez plutôt vos produits biologiques, cybernétiques, pour s'interfacer avec eux. Vous utiliseriez l'intelligence artificielle. Ainsi, vous pourriez créer un esprit de ruche qui est contrôlé par l'intelligence artificielle. Il est donc très possible que ce que nous considérons comme des entités extraterrestres biologiques sont en fait des produits biologiques cybernétiques fonctionnant à l'aide d'une sorte d'intelligence artificielle. Et que les vrais extraterrestres, les vraies créatures biologiques, laissez-moi les nommer les entités biologiques indigènes,
Ils sont derrière la scène. Donc, nous interagissons avec leur sonde, avec leur androïde. Et nous ne rencontrons que très rarement les entités elles-mêmes. Je trouve que c'est assez intriguant. Je pense que c'est comme cela que nous le ferions si nous avions la technologie, si nous étions des milliers d'années plus avancés que là où nous en sommes maintenant. Nous avons entièrement développé l'intelligence artificielle, les androïdes biologiques et cybernétiques, et nous sommes entrés en contact avec un monde extraterrestre que nous voulons étudier. Plutôt que d'envoyer des astronautes humains, nous enverrions toutes sortes de sondes, de robots, et comme je l'ai dit, des produits biologiques cybernétiques sur cette planète pour interagir avec les créatures de l'atmosphère. Michael. Il y a des gens qui croient que nous sommes au bord d'une invasion extraterrestre négative avec de véritables aliens qui vont faire cela. D'autres disent que les extraterrestres négatifs ont quitté notre système solaire. John Peterson, de l'Institut Arlington, a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que les extraterrestres négatifs ont dû quitter notre système solaire récemment et les aliens positifs dirigent le spectacle maintenant dans notre système solaire. Timothy. La question que je vous poserai est la suivante. Que faites-vous de tous ces enlèvements actuels si les négatifs sont partis? Je suppose que l'on pourrait les attribuer aux êtres humains que vous connaissez, comme les militaires, le MJ-12, ou quelque chose de ce genre. Mais je trouve cela assez douteux, pour de nombreuses raisons. Que diriez-vous si le phénomène d'abduction était passé aux mains des gris? Michael. Vous avez différents groupes d'extraterrestres, vous avez des visiteurs d'autres systèmes solaires qui prennent la Terre comme un lieu à exploiter, et ils ont trouvé des participants, ou des personnes consentantes qui pourraient conclure des accords avec eux, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Ce sont aussi des extraterrestres indigènes sur Terre, et ils ne sont pas tous amicaux. Certains d'entre eux sont des reptoïdes, ils traitent les humains comme une source de nourriture. Les humains pourront peut-être prendre cela comme une opportunité pour développer leurs compétences martiales, et bien sûr, il existe différentes manières pour les interdimensionnels d'entrer également en jeu. Je pense que c'est une image très complexe et que l'on peut avoir un grand nombre d'extraterrestres négatifs de tête parce que certains d'entre eux ont connu un développement important, qu'il s'agisse de la fin d'une période, parce que les extraterrestres positifs sont arrivés comme les aînés. Ils sont de plus en plus impliqués. Ils sont ici pour regarder fleurir les ténèbres, là où il y a une absence de lumière. Lorsque vous avez des forces obscures qui font tous ces enlèvements, quand personne n'y prête attention, mais quand les lumières s'allument, vous savez qu'elles ont tendance à disparaître. Je pense que nous avons des abductions par des groupes extraterrestres indigènes qui ne sont pas très amicaux, mais que la majeure partie des enlèvements négatifs de ces extraterrestres qui sont au service d'eux-mêmes ont été stoppés. Timothy. Donc, il y aurait une sorte de reste d'extraterrestres négatifs laissés pour compte qui habitent toujours la Terre, mais la majorité est partie? Michael. Je pense que c'est ainsi qu'il fonctionne. Les mondes comme le nôtre, qui subissent une transition, qui ont été pendant un certain temps une planète prison, lorsqu'ils sont sur le point de se libérer, la plupart des êtres sombres partent. Mais ils laissent toujours un contingent derrière eux pour s'infiltrer, créer des ravages, afin qu'ils puissent revenir à un moment donné. Car l'humanité de la Terre n'est qu'une ressource précieuse pour tout le monde. Je pense que la Terre est un endroit où ces organisations criminelles extraterrestres essaient de profiter de la situation. Ensuite, vous avez des extraterrestres positifs qui essaient de mettre de l'ordre. C'est très compliqué, et je pense que nous sommes un peu comme une courbe ascendante. Timothy. Vous êtes bien conscient du fait que votre public a abordé ce sujet d'un point de vue biblique. Et dans mon livre où j'exprime que le monde va être éclairé par l'existence d'extraterrestres
à un moment donné, précisément, on va nous parler d'un groupe particulier qui constitue une menace directe pour l'humanité. Et je pense que ce groupe sera celui des gris. C'est une sorte de construction dans le contexte de ces événements de divulgation auxquels nous assistons dans les médias aux États-Unis. Je pense qu'à un moment donné, nous serons tous informés de l'existence d'un groupe hostile, les gris, avec qui nous sommes en conflit ouvert, et ce groupe va être en possession d'une technologie que nous n'avons pas et qui dépasse notre technologie de centaines ou milliers d'années, et que cela représentera fondamentalement une menace pour laquelle nous n'avons aucun recours. Et je crois qu'à ce moment-là, il y aura ces êtres apparemment plus bienveillants qui se présenteront pour nous offrir leur aide dans ce conflit et qui finiront par nous sauver. Je crois en fait que le Vatican se prépare à recevoir cette faction particulière en tant que nos sauveurs extraterrestres, comme le retour du Christ. Donc, j'associerai cet événement au déroulement des événements dans l'Apocalypse. Je crois qu'il y aura une déception impliquant ces êtres apparemment bienveillants des extraterrestres gris. C'est donc ainsi que je vois cela. Je ne crois pas que tous les extraterrestres soient maléfiques ou hostiles, parce que je crois que le récit biblique présume l'existence d'êtres extraterrestres et que la majorité, spécialement ceux qui nous ressemblent, que je nomme les races aînées de la faction angélique, est en fait bienveillante. Si on veut être un peu plus précis, je dirais qu'un tiers est malveillant et 2 tiers sont bienveillants. Donc, d'un point de vue théologique, biblique, je m'attendrais à ce que nos sauveurs ne soient finalement pas les amis de l'humanité, mais ses ennemis. Et cela se manifesterait comme la révélation que celui de la Bible appelle l'Antéchrist, jusqu'au retour réel du Christ, à l'Armageddon, dans lequel il y a ce grand conflit, et le Christ prévaut. C'est ainsi que je verrai le déroulement de ces événements en tant que chrétien. J'affirmerai avec certitude que toutes les factions extraterrestres ne sont en aucun cas mauvaises et que l'existence d'extraterrestres est en soi une sorte de tromperie. Je pense que nous sommes en accord sur ce point. Michael, nous sommes très proches. Ce que vous venez de décrire est très proche. Nous avons les 2 tiers des extraterrestres qui nous visitent qui sont bienveillants et 1 tiers de négatifs. Si nous relions tout cela au Pérou et à ce genre de prophétie de la fin des temps, cela pourrait-il évoluer vers une sorte d'attaque extraterrestre fabriquée ou des sauveurs extraterrestres fabriqués qui arriveraient? C'est quelque chose que l'État profond et le Vatican essaient de vendre. Timothy. C'est une possibilité. Il y a aussi une possibilité où nous sommes confrontés à une menace extraterrestre très réelle, et le gouvernement se démène pour contrôler le récit, et pour combattre secrètement cette menace aussi longtemps qu'il le pourra. Mais quand cela deviendra si chaud et si évident pour tous, il ne sera pas possible de le cacher plus longtemps. Car on a si peu d'informations, et il y a une telle désinformation qui circule sur Internet en ce moment, et qui est transmise à toutes sortes de gens dans les médias, qu'il est difficile de comprendre. Nous sommes d'accord sur ce point, quelque chose se passe au Pérou. Et pour finir, aujourd'hui, nous venons d'apprendre que des villages péruviens continuent d'avoir, à ce jour, des incidents avec des extraterrestres volant silencieusement aperçus. Ce ne sont pas des mineurs qui peuvent faire cela. Going on in Peru, I'm sure a lot of people appreciate it. I certainly do. Thank you so much, Dr. Sala, for having me back. You have been listening to Exopolitics Today with Dr. Michael Sala.